Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour et bienvenue dans l'école du futur. Ravi de vous retrouver. Une édition spéciale aujourd'hui et jusqu'à vendredi. On est en direct ici sur le salon Educatec à Paris Expo, porte de Versailles. Educatec, vous le savez, vous vous en doutez, c'est le rendez-vous incontournable de l'éducation, de l'innovation pédagogique aussi. On va en parler dans un instant d'ailleurs. Mais d'abord, le programme du jour. Comment utiliser au mieux les écrans à la maison? Quelles sont les règles à adopter aussi et les conseils à suivre pour un usage maîtrisé du numérique au sein des foyers? Voilà quelques-unes des questions que se pose notre partenaire, le Clémy, avec sa série La famille tout écran, dont on découvre un nouvel épisode dans un instant. Et puis il a une idée derrière la tech qui s'appelle Benoît Grunewald et il est avec nous aujourd'hui. Bonjour Benoît, ravi de vous retrouver. Quel va être, vous allez prendre le micro tout de suite, l'objet de votre chronique aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui je vais aborder les logiciels malveillants que l'on appelle info-stealers. Merci beaucoup Benoît, on en parle dans un instant avec vous. Et puis c'est notre grand sujet du jour. Reconnectons-nous pour bâtir un numérique éducatif. Voilà mesdames et messieurs le thème de cette nouvelle édition du salon Educatec sur lequel nous nous trouvons en direct aujourd'hui. Et c'est vrai, si les outils numériques facilitent la personnalisation de l'enseignement, la gamification aussi, les apprentissages, ils ne sont pas sans poser de questions. On va en parler avec nos invités. Comment construire bien sûr un numérique qui soit véritablement au service de l'éducation, un numérique aussi qui responsabilise, qui protège et surtout qui reconnecte. On va en parler avec nos invités. Ils sont aujourd'hui en plateau avec moi. Bonjour Philippe Ajuelos. Bonjour Philippine. Ravi de vous retrouver. Vous êtes administrateur ministériel des données à la direction du numérique éducatif. Ça va, tout va bien? Très bien, et vous-même? Bien sûr, on est ici en direct, tout va bien. Et vous êtes accompagné aujourd'hui de Thierry de Villepillière. Bonjour Thierry. Bonjour Philippine. Ravi de vous retrouver aussi. Je rappelle que vous êtes l'un des fondateurs d'Evidence B. On en parle dans un instant, juste après le focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique au sein des foyers grâce à la série La famille tout écran qui nous est proposée, vous le savez, par notre partenaire le Clémy. On découvre tout de suite un nouvel épisode. Je me rappelle quand mon père allait bien. Il était souriant, il avait bonne mine, et là, c'est plus le même. T'as vu ses yeux exorbités? Il a quoi, papy? Il est malade. Théo, il va falloir que tu sois fort. Ton grand-père est en train de devenir un conspirationniste. Conspirationniste, ça veut dire que ton grand-père pense qu'on nous ment sur tout. Que l'homme n'a jamais marché sur la Lune, que les Américains communiquent avec des extraterrestres, que la Terre est plate. J'ai une idée. Tu sais quoi? Filme-moi et on va lui envoyer un message. Ah, enfin on m'utilise à pleine mesure. Salut papy, ici la Terre, faut que t'atterrisses. Arrête de penser que les crocodiles gouvernent le monde les soirs de pleine lune. Ça, c'est mon fils. Arrête de croire n'importe quoi, parce qu'il existe plein de sites avec des vraies informations. C'est tout moi. Et si tu le fais pas, eh ben je vais venir chez toi et je vais changer ton mot de passe Wi-Fi. C'est vraiment ton fils, tout en mesure. Si vous voyez une information stupéfiante, choquante, bouleversante, méfiez-vous. Soyez malin et faites comme Théo. Prenez toujours le temps de croiser les sources d'informations. Et si vous avez un doute, ne partagez pas. Je viens de lire que les hommes chauves embrassent mieux que les autres. Ah ouais? Faut que je vérifie mes sources. Ça sent la fake news. Allez, autre chose à présent. Pour cette 28e édition, le salon Educatec sur lequel nous sommes aujourd'hui en direct réunis 15 000 passionnés de l'éducation et de la technologie autour d'un thème. Reconnectons-nous pour un numérique éducatif accessible, sécurisé et équitable. Alors que le numérique, c'est vrai, on en parle régulièrement dans l'école du futur, transforme profondément nos salles de classe. Il offre aussi, vous allez le voir, des opportunités au secteur de l'éducation. On va en parler dans un instant. Opportunités, bien sûr, vous vous en doutez, qui viennent aussi avec des questions techniques et éthiques notamment. Alors comment bâtir un numérique qui accompagne, qui protège et qui éveille aussi sans exclure? On en parle tout de suite dans la première partie du talk. Et aujourd'hui à mes côtés pour en parler justement nos invités Philippe Ajuelos de la DNE et Thierry de Villepillière de Evidence B. On va commencer peut-être si vous le voulez bien avec vous Philippe. D'abord cette émission Reconnecter, on l'a dit, c'est le thème de cette nouvelle émission, de cette nouvelle édition d'Educatec. Pourquoi aujourd'hui la reconnexion dans le numérique éducatif c'est absolument crucial? Pourquoi on en fait un thème aujourd'hui ici cette année à Educatec? Alors, je dirais, on n'est pas à l'inspiration de l'événement Educatec, notamment dans son thème, mais je trouve que l'image est
est pertinente. Parce que j'aurais même dit bien se reconnecter, parce qu'on parle beaucoup des écrans, on parle beaucoup de connexion, mais on parle beaucoup de l'utilisation du numérique en dehors de l'école et pour des raisons qui ne sont pas pédagogiques. Nous, ce qu'on veut, c'est amener une réponse qui accompagne les élèves, les professeurs, les parents dans la connaissance du numérique, la culturation, être des citoyens numériques et des citoyens à part entière, et avoir des outils aussi qui permettent aux professeurs, aux élèves de non seulement mieux apprendre, mais aussi d'être mieux accompagnés dans les parcours pédagogiques. Donc, bien se reconnecter de façon raisonnée, bien manipuler l'outil numérique, c'est un enjeu pour l'éducation nationale. Et c'est important que ce soit l'éducation nationale qui intervienne dans ce domaine-là pour accompagner l'ensemble des acteurs du numérique. Éducation nationale, merci Philippe, que vous représentez effectivement aujourd'hui. Thierry, est-ce que vous partagez cet avis? Qu'est-ce qu'on doit reconnecter aujourd'hui? Qui est-ce qu'on doit reconnecter? Donc, de la même manière, je ne suis pas à l'origine du titre de Educatech cette année, mais j'en ai une compréhension un peu historique finalement, moi, au sens où dans le numérique éducatif, il y a un peu 3 moments ces dernières années. Il y a eu le grand moment Covid, d'une certaine manière, qui a frappé tous les systèmes éducatifs qui se sont arrêtés et qui a généré une sorte de démultiplication des usages du numérique en comprenant que la dématérialisation, ce qui était la période précédente, ne suffisait pas à apprendre et enseigner quand on était coupé et isolé, comme ça a été le cas pendant le Covid. Et puis ensuite, il y a eu, on va dire, la retombée de cette bulle un peu disproportionnée d'usage, mais qui a fait progresser l'usage pédagogique, comme l'évoque Philippe Agevelos, et pas simplement, encore une fois, la dématérialisation de manuels ou de ressources. Le deuxième moment, c'est celui qu'on traverse depuis 2023, c'est un moment là aussi qui est plus ancien, mais qui a éclaté avec ChatGPT, avec l'arrivée déferlante de l'IA dans les salles de classe, ou plutôt peut-être en dehors des salles de classe. J'étais ce matin avec l'équipe Flowers de l'INRIA à Bordeaux. Ils ont fait une petite enquête sur les collégiens. Près de 90% des collégiens utilisent ChatGPT ou certains de ces modèles de langage pour aller vite, pour faire leurs devoirs. Pas forcément pour le mieux. Voilà. Et donc, on a ces situations-là. Et du coup, ce troisième moment, qui est celui... L'éducation, c'est plutôt la complexité que le simplisme, même si les réseaux cherchent à hystériser un peu tout. Et donc, comment faire le meilleur usage de ce numérique après Covid? Comment faire le bon usage de l'IA pour apprendre? On a 2 actualités, nous, chez Évidence B. On a Adaptive Math, qui est un P2IA, c'est marché dont le ministère de l'Éducation français est l'initiateur, le premier au monde. Souvent, on entend des plaintes sur c'est difficile, c'est compliqué, etc. La France, ceci, cela. Non, la France est en avance pour regarder, et avec discernement, ces différentes possibilités. Et donc, comment l'IA, peut-être à basse consommation, peut-être avec des petits modèles, va pouvoir aider. Et les P2IA qui vont arriver, on attend les réponses en maths, en français et en langue vivante. Adaptive Math, c'est le lauréat du précédent P2IA. Il est disponible dans toutes les classes primaires. Puis la deuxième actualité, c'est Mia Seconde, qui avait été lancé après les résultats de PISA en décembre 2023, avec à nouveau fois une baisse des résultats des Français en mathématiques de plus de 20 points. Et Mia Seconde, là, entame une des plus grosses études d'impact, mesurer l'efficacité de cet outil, plus de 500 lycées, plus de 60 000 élèves, pour essayer d'objectiver l'apport de l'IA à travers ces ressources. Et peut-être dernier élément par rapport à cette question sur les débats des écrans, dans cette même enquête PISA, il y a une étude qui a moins été évoquée, qui est justement l'utilisation de l'IA, des écrans numériques de façon responsable dans la salle de classe. Et l'enquête PISA montre que pour faire des mathématiques dans le temps scolaire, si vous faites entre 1 et 3 heures de mathématiques par jour dans le temps scolaire, les élèves progressent de plus de 20 points. Donc l'écran, c'est une plaque de verre, c'est comme le papier, c'est rien en lui-même, tout dépend de ce qu'on lui fait faire.
Merci beaucoup en tout cas pour cette réponse. Alors effectivement, on peut aussi, on ne peut pas reconnecter aujourd'hui sans former les enseignants notamment. Quels soutiens sont actuellement proposés, Philippe, peut-être aux enseignants pour les former, pour les accompagner justement dans le numérique? On parle régulièrement, et c'est vrai dans cette émission, des défis qui sont rencontrés par les startups EdTech. Vous en êtes un parfait exemple de collaboration entre le secteur privé et le secteur public. Mais derrière ça, il y a le sujet de la formation des enseignants. Tout à fait. Je vais essayer de prendre un peu plus de temps parce qu'on ne peut pas lui laisser, il ne lâche pas la parole. Mais non, nous on a une chance et une contrainte, c'est le passage à l'échelle. C'est 860 000 profs. Donc c'est une dimension importante avec des appétences et des craintes et aussi des pistes d'utilisation des outils numériques et des appréhensions qui sont différentes. Et donc du coup, on essaie d'adapter des programmes de formation qui permettent en fait à tout à chacun de pouvoir manipuler l'outil. Parce que parfois, on arrive même à devoir aller dans les établissements pour expliquer concrètement comment ça marche. Et puis, on a développé des parcours de formation dans les écoles académiques de formation continue. Donc, c'est vraiment au plus près du terrain des écoles. Plus loin avec des outils numériques comme Magister qui permet de proposer des cours en ligne ou des cours hybrides en présentiel et aussi de façon hybride. Et enfin, on a le parcours Pix plus Edu qui donc permet aux enseignants d'avoir une approche de l'outil numérique au travers de parcours didactiques de remédiation et ensuite de mise à niveau via l'outil Pix qui est notre bien connu des enseignants, des élèves et aussi d'autres ministères. Et c'est important parce que c'est notre... Il faut rappeler une chose, c'est que le professeur, c'est le seul capable de poser un diagnostic pédagogique et il doit être celui qui transmet. Et il doit transmettre aussi justement cette acculturation, cette formation aux outils numériques. Bien sûr. Merci beaucoup en tout cas. On va continuer à en parler dans un instant tous les quatre, si vous le voulez bien. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, vous le connaissez par cœur, bien sûr, c'est le Zap. Jean Martineau vous a dégoté le meilleur du web. On regarde ça tout de suite. Tracy lands first and Tanner Faust jumps second.
retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de nos invités aujourd'hui, Philippe Ajuelo de la DNE et Thierry de Villepillière d'Évidence B. Mais juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Benoît Grunemwald qui a une idée derrière la tech. Benoît, aujourd'hui dans votre chronique, vous souhaitez sensibiliser au risque des infostealers, le logiciel voleur d'informations en français. S'ils ne sont pas totalement nouveaux, ils sont en revanche de plus en plus perfectionnés. Dites-nous ce qu'il en est. Effectivement, ils sont très perfectionnés parce qu'ils sont rarement détectables, en tout cas très difficilement. Ils sont très actifs depuis au moins 2018 et en fait, ils suivent les évolutions de nos usages et de l'informatique. Et par exemple, Redline Stealer a volé 227 millions de logins et de mots de passe rien que sur l'année dernière. Alors justement, avant d'entrer dans le détail, est-ce que vous voulez bien nous rappeler ce que c'est qu'un infostealer? Oui, un infostealer, c'est la contraction d'information et stealer, donc en anglais, voleur d'informations. Et ces logiciels cherchent à pénétrer sur nos ordinateurs et à voler des informations sensibles qu'ils vont ensuite transmettre à des cybercriminels qui vont les réutiliser. Alors justement, Benoît, vous nous parlez de ces données. Quelles sont-elles? Quelles sont celles qui sont visées et surtout exfiltrées? Eh bien, on parle là d'identifiants, de login, de mots de passe que l'on peut avoir sur son ordinateur, mais également stockés dans ses navigateurs. Et ils vont également être à la recherche d'informations sur les crypto-monnaies. Donc, si vous avez un wallet, un portefeuille de crypto-monnaies, ils vont tenter de récupérer les informations pour s'approprier vos crypto-monnaies. Et ce qui est très important de noter, c'est qu'il y a une industrie derrière tout cela et qu'elle est vraiment très développée. Vous nous parlez aussi, je crois, des cookies de session. Oui, effectivement, parce que ces infostealers cherchent à voler des cookies de session. Alors pour eux, c'est un vrai sésame parce que le cookie de session, c'est un peu comme celui de marketing que l'on a l'habitude maintenant d'accepter avec le RGPD. Mais le cookie de session, c'est celui qui dit à l'application, vous êtes connecté, vous avez rentré le bon login, le bon mot de passe et également vous avez réussi l'authentification multifacteur, notamment le code à usage unique que l'on vous demande. Alors dans quel but ces informations sont-elles collectées justement par les pirates? Eh bien, à la fois chez les particuliers, mais également dans les entreprises. Ces informations ont énormément de valeur. Pour les entreprises, c'est bien souvent ce qui permet de rentrer dans le système d'information. Effectivement, si je vous vole un cookie de session, eh bien, je vais prendre votre place dans l'application et faire comme si vous étiez déjà connecté. Et chez le particulier, on l'a compris, il y a notamment des crypto-monnaies, mais on a aussi des logins et des mots de passe pour se connecter à nos applications préférées, par exemple les réseaux sociaux. Alors malgré tout, on note, je crois, un changement dans le paysage des infostealers. C'est tout d'abord leur mode opératoire qui est affecté. Est-ce que vous voulez bien nous en dire plus? Oui, ce que l'on remarque, c'est que les infostealers, avant, étaient utilisés par des cybercriminels et ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup plus de gains à faire quand ils faisaient de la vente de ces logiciels qu'on appelle as a service, donc de la location. Et donc des cybercriminels peu techniquement évolués vont faire l'acquisition de ces infostealers pour ensuite les déployer sur leurs victimes et récupérer les différentes informations personnelles. Ce qui frappe aussi, c'est à la fois, bien sûr, l'étendue des dégâts dont vous nous parlez régulièrement dans l'émission causée par ces infostealers, autant que les cibles potentielles. Tout le monde, en fait, peut être victime de ce type de logiciel. Et oui, malheureusement, les infostealers visent tout le monde, à la fois les jeunes, les adolescents, les seniors, mais également les entreprises. Et on voit que ces fabricants, ces créateurs de logiciels malveillants utilisent des campagnes marketing pour pouvoir toucher leurs cibles. Ce qui veut dire, par exemple, qu'ils font des campagnes sur des grandes plateformes publicitaires et où ils créent des faux logiciels de triche qui vont faire en sorte que les joueurs soient pris dans leur filet. Bien sûr, et d'ailleurs le monde de l'éducation, on est en plein cœur aujourd'hui, n'échappe pas à ces logiciels malveillants. Quels sont les faits marquants que vous avez relevés aujourd'hui? Eh oui, malheureusement, alors le CERT Renater, donc c'est l'entité qui surveille le monde de l'éducation, détecte entre 200 et 300 infostealers par semaine dans ces réseaux. Et c'est notamment un sujet qui est tellement important qu'on a évoqué cela avec le RSSI de Paris-Dauphine lors du Panocrime. Et j'ai deux exemples pour illustrer cela. Le premier, c'est l'université de Aix-Marseille, le 7 juin 2023, qui a été ciblée par une cyberattaque et qui a mis à plat un grand nombre de ses services et l'accès initial par les cybercriminels a été créé grâce à un infostealer. Et mon deuxième exemple, c'est, vous vous souvenez peut-être, on a fait une chronique là-dessus, début de l'année 2023, il y a une vingtaine d'établissements dont les ENT avaient été utilisés pour diffuser des messages d'alerte à la bombe notamment. Eh bien, après analyse, on s'est rendu compte que les comptes des jeunes avaient été piratés grâce à des infostealers qui avaient permis à ce que l'on rentre dans leur compte.
Et là, on voit qu'il y a un mélange des genres, notamment entre cybercriminalité à but lucratif, espionnage stratégique ou industriel, et également des notions de déstabilisation. Et c'est ce que l'on peut voir notamment dans différents panoramas, comme le panorama de l'ANSSI ou celui que l'on édite, le rapport APT. Effectivement, alors heureusement les acteurs malveillants ne sont pas intouchables. L'un des infostealers les plus tristement célèbres vient de subir un takedown. Ça, c'est une opération menée par les forces de l'ordre et l'aide technique de la société EZ que vous représentez, pour laquelle vous travaillez. Mais avant de plonger justement dans l'opération Magnus, est-ce que vous voulez bien nous rappeler justement ce que c'est qu'un takedown? Oui, un takedown, c'est une opération à la fois technique et internationale, c'est-à-dire qu'on a les forces de l'ordre et souvent des sociétés privées qui vont partager des informations pour faire en sorte que les différents serveurs et généralement aussi les acteurs arrêtent leur fonctionnement. Très rapidement, Benoît, comment s'est déroulée cette opération Magnus et quel en est le résultat? Eh bien, cette opération a été créée il y a déjà plus d'un an, en 2023, en secret. Des chercheurs, notamment ceux des EZ, ont coopéré avec les forces de l'ordre. Ils ont analysé, partagé des informations et grâce à cela, on a pu deviner comment fonctionnait cette opération InfoStealer. Et les forces de l'ordre, grâce aux informations, ont ensuite réalisé des saisies et des arrestations, ce qui montre qu'il n'y a pas forcément d'impunité, même pour les cybercriminels. C'est sûr, effectivement, et vous êtes souvent là d'ailleurs dans l'émission pour nous le rappeler. Merci infiniment, Merci Benoît, pour cette chronique. Vous allez voir, on va continuer à parler des données dans un instant. On lance ensemble tous les quatre la deuxième partie du talk. Et donc on est toujours sur le plateau de l'École du Futur, toujours ici en plein cœur du salon EducaTech, le salon de l'innovation pédagogique, et toujours avec mes invités Thierry de Villepillière d'Evidence B et Philippe Agelos de la direction du numérique éducatif. Philippe, bâtir un numérique éducatif accessible, sécurisé et équitable, ça aussi, ça fait partie du thème cette année d'EducaTech. Comment garantir la protection, c'est vrai, et Benoît en parlait à l'instant, des données personnelles des élèves dans un environnement numérique qui, c'est vrai, est aussi de plus en plus dense. Alors, il n'est pas forcément plus en plus dense, mais il est dense parce que nous avons d'abord mis en place une gestion de l'informatique des élèves depuis longtemps avec les collectivités d'ailleurs, les partenaires qui sont importants pour nous, avec les espaces numériques de travail. Et nous avons pensé immédiatement à la sécurité des données des élèves et notamment sur les traces d'apprentissage que ces élèves, ou de traces d'usage aussi, que ces élèves pouvaient laisser. Donc on a mis en place un gestionnaire d'accès aux ressources qui s'appelle le GAR, qui a été souvent au départ décrié parce que difficile à mettre en place, et d'année en année, toute la communauté éducative, que ce soit les EdTech, que ce soit aussi les partenaires des communs numériques, des logiciels libres, ont trouvé l'intérêt. Cet intérêt est le suivant, c'est de pouvoir mettre à disposition facilement des élèves l'ensemble des ressources, que ces ressources soient issues des communs numériques et des logiciels libres ou issues des éditeurs de EdTech. Et chacun peut, les professeurs, via les professeurs, peuvent mettre à disposition ces ressources en toute sécurité, en respectant les données des élèves, en faisant en sorte que ces données soient protégées, donc anonymisées, et seulement le ministère peut les utiliser, soit à des fins de recherche ou à des fins statistiques. Et ce qui nous permet plusieurs choses. D'abord, de regarder le niveau d'utilisation de ces ressources par les élèves, essayer d'alimenter et de positionner nos ressources à nous, humaines, pour que ce soit le plus efficace possible, mais aussi d'améliorer les outils. Donc on fait des feedbacks par rapport à cela, et on apprend de l'utilisation des ressources, et on travaille beaucoup sur les traces d'usage, et depuis quelques années, via les partenariats d'innovation en intelligence artificielle, on travaille sur les traces d'apprentissage, on a les premiers retours d'usage, ce qui nous permet non seulement d'améliorer les outils qui sont déjà déployés, mais aussi les outils qu'on va déployer dans le cadre des futures consultations. Bien sûr, et peut-être que vous le faites d'ailleurs avec Thierry de Villepillière. C'est vrai que les données, ça vous connaît aussi, Thierry. C'est un sujet que vous connaissez. Quel regard vous portez aujourd'hui sur ce domaine, sur d'ailleurs le numérique éducatif? C'est important, on en est en plein cœur aujourd'hui. Vous qui en êtes vous aussi au cœur.
C'est sûr que ce qui nous intéresse, c'est d'aider des élèves, d'aider des enseignants dans leur processus d'apprentissage, dans leurs difficultés d'apprentissage, mais ça ne peut pas se faire sans confiance, et la chronique en atteste. Voilà, ces questions sont évidemment des prérequis pour construire de la pédagogie en confiance. J'ai envie d'évoquer trois points sur cette question-là. La première, c'est que quand vous êtes une entreprise de EdTech, donc bien sûr vous êtes présente sur le territoire national, quand en plus ce territoire est porteur de recherche de grande qualité, ce qui est le cas de la France, à la fois en intelligence artificielle avec l'INRIA ou en sciences cognitives, qui est le propre d'Évidence B, eh bien la capacité à se déployer à l'international est forte, et le besoin pour l'entreprise est forte, et le rayonnement de ce que nous faisons ici, voilà, on en profite tous, et c'est une bonne chose. Néanmoins, il n'y a pas de pays qui n'a pas les mêmes préoccupations. Donc assez rapidement, les préoccupations de sécurité sur les données, eh bien, vont se retourner éventuellement comme difficulté contre l'entreprise, et c'est tout à fait... enfin, ça peut se résoudre. Vous estimez que ça pourrait freiner l'innovation, par exemple? Si vous avez des contraintes pour que vos datas soient dans ce pays-là, le vôtre, la France, dans des conditions de réglementation qui sont européennes, le RGPD, ou qui sont en France, etc., les conditions de réglementation aux États-Unis, en Amérique latine, ne sont pas forcément les mêmes. Et néanmoins, il y a, ce terrain est dégagé, j'ai envie de dire. On a répondu le dernier marché sur le P2IA. Cette contrainte était forte. On a répondu avec DocaPost, qui était l'entreprise française qui avait la norme SecNum Cloud, le plus grand degré de sécurité. Et je l'ai évoqué, on a dans un P2IA gagné AdaptiveMath, un produit pour le cycle 2 en mathématiques. On a gagné une compétition aux États-Unis qui s'appelle Tools Competition, 1000 startups. On a gagné le prix recherche avec le School District de New York. On arrive à l'audition avec les responsables data du School District de New York. On allume les caméras. 50 juristes et experts des data du School District de New York. Ils prennent pas moins les choses au sérieux. Et Singapour pas moins, etc. Et du coup, on a, à ce moment-là, migré chez Google par des techniques qui s'appellent les containerisations. Donc la même solution peut être dans des environnements protégés selon voilà. Et du coup, on est attentif à quelle est la nationalité d'entreprise, quelle est sa réglementation. Donc il y a des manières de surmonter cet obstacle. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est la gourmandise sur les données. Ce qu'on fait, nous, c'est de l'adaptive learning. C'est le fait que quand un élève a une difficulté sur un exercice de syntaxe, que le prochain exercice soit approprié pour lui. Et de ce point de vue-là, on n'a pas besoin de savoir où est-ce qu'il est né, où est-ce qu'il habite, ses trajets. On est small data consommateur. Et ça peut être très vite anonymisé. Ce que nous demande le ministère, ce que permet le GAR, c'est efficace. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être surconsommateur de données par rapport à ça. Et puis le troisième élément, et on travaille avec l'ADN là-dessus, mais avec les communs numériques, etc., c'est aussi une manière de renforcer les IA, de les entraîner. Ces datas, elles sont mutualisables, elles sont partageables dans des conditions à définir, avec la recherche, avec éventuellement des partenaires compétiteurs. Et donc, c'est quelque chose qu'on fait avec les communs numériques tout autant. Merci beaucoup. Vous vouliez réagir, je vous voyais quand on parlait des données du départ à l'étranger. Il faut plus laisser la parole. Et donc, parce qu'on évoquait, vous évoquiez tout à l'heure l'opposition apparente entre innovation et RGPD, respect du droit des données. Nous, c'est une chance que l'on a d'appliquer le RGPD pour les raisons qui ont été évoquées par Évidence B et par Thierry. Et c'est une chance parce que, au-delà de l'impact juridique, on travaille sur l'impact éthique. Donc, il y a éthique d'abord des usages et puis éthique aussi de l'utilisation des ressources en énergie. Et donc, vous avez des preuves pour la France, tout au moins, où ce respect de la réglementation, mais aussi de notre cadre éthique, fait que, au contraire, ça n'a pas empêché la mise à disposition de 5 solutions basées sur l'intelligence artificielle pour l'apprentissage du français, des maths, de l'anglais, une 6e solution. On a un outil de remédiation pour les élèves de seconde. Et ce que je voudrais évoquer, c'est que les prochains marchés qu'on lance, qui sont en cours d'analyse, ce sont aussi bien pour des élèves de cycle 3, c'est-à-dire CM1, CM2, 6e, et plus tard collège et lycée. Mais pour le français, les maths et les langues vivantes, on va développer
des modèles de langage, mais qui ne seront pas basés sur des grands modèles de langage, mais sur des petits modèles de langage, ce qui va permettre, et des modèles de langage ouverts, ce qui va permettre français idéalement, mais en tout cas qui respecte cette logique-là d'ouverture, de transparence et d'accessibilité, pas au sens handicap, mais d'accès je dirais, aux ressources numériques et d'accès aussi à ces modèles de langage. Parce que le vrai enjeu qu'on a, c'est un enjeu d'ouverture, d'avoir le même outil d'apprentissage pour l'ensemble de la population, pas uniquement pour ceux qui peuvent payer un modèle de langage ou un autre modèle de langage. Et c'est au cœur effectivement de tout ce qui se passe ici à Educatec au cours des 3 prochains jours. Merci infiniment en tout cas d'avoir été parmi nous. Merci de l'invitation. Thierry de Villepillière d'Évidence B, Philippe Agelos de la DNE et puis bien sûr notre chroniqueur. On vous retrouve très bientôt, Benoît Greneval. Merci d'avoir été parmi nous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis et puis on se retrouve comme vous le savez dès demain, toujours depuis ici Paris Expo Porte de Versailles à Educatec. D'ici là, prenez bien soin de vous.